Après avoir écouté les enregistrements des aveux de Ted Bundy, la mère de ce dernier a demandé aux journalistes qui les lui avait fait écouter. Qui veut de la tarte aux pommes et de la crème glacée? Au tribunal, elle a poursuivi en disant « De même, la mère de Mackenzie Shirilla a refusé de croire que sa fille était une meurtrière. » En revanche, le père d'Adam Lanza a adopté une position très différente, déclarant qu'il pensait que son fils méritait d'être pendu. Dans cette vidéo, nous analyserons les réactions des parents qui découvrent que leur enfant est un tueur en série. Parents de Mackenzie Shirilla. Mackenzie Shirilla a été reconnu coupable d'avoir intentionnellement percuté un mur de briques à grande vitesse en juillet 2022, entraînant la mort de son petit ami, Dominique Rousseau, et de l'ami de ce dernier, Davion Flanagan. Avant toute enquête, les réactions de ses parents ont été filmées par une caméra corporelle et il a été révélé qu'elle avait été victime d'un accident. Les enquêtes ultérieures ont révélé que Shirilla avait accéléré rapidement sans freiner, ce qui indique que l'accident était intentionnel. La veille de l'accident, elle avait été filmée en train de patrouiller dans le quartier et avait proféré de nombreuses menaces à l'encontre de son petit ami actuel et de ses ex. Avec des preuves qui s'accumulent, les officiers s'apprêtent à l'arrêter. Lorsque ses parents l'ont appris, ils ont décidé de provoquer une scène. En 2023, elle est reconnue coupable de meurtre et condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. Mackenzie Shirilla a fondu en larmes au tribunal lorsque le juge Rousseau a rendu sa décision, avec ses parents, Nathalie et John Shirilla, assis derrière elle pour la soutenir. Nathalie, la mère de Mackenzie, a exprimé son désaccord au tribunal. La mère de Mackenzie a réagi de manière raisonnable. Il en a été de même pour le parent suivant, malgré l'horreur du crime commis par leur fils. Parents de Brian Cohy. Le crime de Brian Cohy est l'un des actes de violence les plus horribles de l'histoire récente. En février 2021, Cohy, alors âgé de 21 ans, a assassiné Warren Barnes, un sans-abri de 69 ans qui dormait près de l'avenue Crosby. La brutalité du crime est écrasante. Non seulement Cohy a tué Barnes, mais il a décapité, démembré et mutilé son corps. Dans un acte horrible et inexplicable, Cohy a ramené chez lui certaines parties du corps de Barnes, notamment sa tête et ses mains. L'horreur de ce crime a été révélée lorsque Terry, la mère de Cohy, a découvert la tête et les mains coupées de Barnes en train de pourrir dans le placard de son fils. Choquée et horrifiée par cette découverte macabre, elle a immédiatement contacté les autorités. Ces actions ont conduit à l'arrestation de Brian, et les images de la caméra de surveillance d'un propriétaire d'entreprise qui avait signalé la disparition de Barnes plus tôt ont fourni des preuves supplémentaires dans l'enquête. Terry Cohy a raconté avec émotion le moment où elle a trouvé les restes dans le placard de son fils, une découverte qui l'a hantée à jamais. Le juge Richard Gurley, qui a présidé le procès, a déclaré qu'il s'agissait de l'une des affaires les plus horribles qu'il ait vues en 37 ans de carrière dans le système de justice pénale. Bien que la défense de Cohy ait fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé mentale et qu'il avait une vision déformée de la réalité, le tribunal a finalement déterminé qu'il envisageait depuis longtemps de commettre un meurtre. Cohy a avoué qu'il avait spécifiquement ciblé les sans-abri, pensant qu'il ne manquerait à personne. Bien qu'il ait plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale, le tribunal n'a fait preuve d'aucune indulgence. Brian Cohy a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. En quittant la salle d'audience, la mère de Brian a exprimé la profonde et sincère sympathie de sa famille à la famille de la victime. De telles excuses sont celles que l'on attendrait de la mère d'un tueur en série. Le crime du meurtrier suivant était si grave qu'il ne pouvait pas l'admettre devant sa mère. Parents de Gavon Ramsey. Le 6 avril 2018, Ramsey a pris pour cible Margaret Douglas, une femme de 98 ans qui vivait seule chez elle. Ramsey avait repéré des personnes vulnérables dans le quartier et Margaret Douglas, âgée et isolée, est devenue sa victime de choix. Ramsey, animé par une sombre obsession de la violence, est entré chez elle aux premières heures du matin, alors qu'elle dormait. Une fois à l'intérieur, il a étranglé Margaret Douglas jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après l'avoir tuée, Ramsey a procédé à une agression sexuelle post-mortem. Il a ensuite pris des mesures inquiétantes pour mettre en scène le corps, en le posant de manière à suggérer qu'il tirait une forme de satisfaction tordue de ce qu'il avait fait. Lorsque la police l'a convoqué pour un interrogatoire, il s'est présenté avec sa mère, mais même s'il savait que les crimes qu'il avait commis étaient si horribles, il ne pouvait pas les admettre en sa présence. Il avoue aux enquêteurs que tous les ennuis qu'il fait sont dus aux risques et aux frissons, parce qu'il ne peut rien ressentir. Pour qu'il puisse ressentir quoi que ce soit, des choses comme celle-ci lui procurent des sensations fortes. Au cours de l'enquête, la police a trouvé des entrées de journal et des carnets appartenant à Ramsey, détaillant ses fantasmes de viol, de meurtre et de nécrophilie. Il a également fait part de son intérêt pour les tueurs en série. Ramsey a été inculpé en tant qu'adulte et condamné à la prison à vie
sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que ce type ne pouvait pas avouer ses crimes devant sa mère, notre prochain tueur en série n'avouerait que les siens. Todd Kohlhepp's parents. Les crimes de Kohlhepp ont été révélés pour la première fois en novembre 2016, lorsque Kala Brown, une femme disparue depuis 2 mois, a été découverte enchaînée à l'intérieur d'un conteneur d'expédition sur la propriété de 95 acres de Kohlhepp à Woodruff, en Caroline du Sud. La police avait localisé son téléphone dans la région et, en fouillant la propriété, l'a trouvée en captivité. Madame Brown a révélé qu'elle et son petit ami, Charlie Carver, avaient été attirés sur les terres de M. Kohlhepp sous prétexte d'une offre d'emploi. À leur arrivée, Kohlhepp a abattu Carver devant elle et l'a gardée prisonnière. Après son arrestation, Kohlhepp a passé un accord avec les enquêteurs dans lequel il a accepté d'avouer ses meurtres en échange de plusieurs demandes personnelles. Il voulait parler à sa mère, lui donner une photo et transférer de l'argent dans un fonds universitaire pour l'enfant d'un ami. Au cours de sa conversation avec sa mère, il a avoué les meurtres et l'enlèvement de Kala Brown. Ses aveux concernant la fusillade de Chesney ont révélé des détails macabres qui n'avaient jamais été rendus publics, ne laissant aucun doute sur son implication. L'interaction de Kohlhepp avec sa mère après son arrestation a révélé son indifférence effrayante face à l'ampleur de ses crimes. Lorsqu'elle lui a demandé s'il y avait d'autres victimes que celles déjà connues, sa réponse énigmatique a été « Vous n'avez pas assez de doigts ». Les enquêteurs ont pris cette déclaration au sérieux et ont commencé à rechercher des victimes potentielles dans d'autres régions du pays, notamment en Arizona, où Kohlhepp prétendait avoir abattu une autre victime. Sa mère dira plus tard que Todd a grandi avec beaucoup de colère et qu'elle n'a rien pu faire pour l'aider. Lors d'une récente et tragique fusillade dans une école, les autorités ont été alertées par des signes avant-coureurs impliquant un suspect nommé Colin Gray. Même le FBI avait remonté la piste jusqu'à lui, mais son père refusait de croire à ces allégations. Ce refus a contribué à l'une des affaires les plus glaçantes et les plus sanglantes de l'histoire récente. Le parent du tireur de l'école d'Appalachie. En septembre 2024, une fusillade dévastatrice au lycée Appalachie, dans le comté de Barrow, en Géorgie, a coûté la vie à 2 élèves et 2 enseignants. Le tireur, Colt Gray, âgé de 14 ans, a été accusé de leur meurtre, tandis que son père, Colin Gray, a été inculpé de meurtre au second degré pour lui avoir fourni le fusil de type AR-15 utilisé lors de l'attaque. Colt a dû faire face à des brimades à l'école et à la séparation de ses parents. Son père a décrit un garçon qui était souvent ridiculisé et qui avait peu d'amis, mais il a minimisé l'état émotionnel de son fils. La mère de Colt, sentant que quelque chose n'allait pas, a téléphoné désespérément à l'école 30 minutes avant la fusillade, les avertissant d'une extrême urgence concernant son fils. Tragiquement, son avertissement est arrivé trop tard pour empêcher la violence. 1 an avant l'attentat, Colt avait fait l'objet d'une enquête pour menace en ligne, mais avait été innocenté faute de preuves. Malgré les signes de troubles émotionnels, tels que les brimades et l'expulsion de ses parents, aucun des 2 parents n'a compris à quel point Colt était en difficulté. Son père mettait souvent l'accent sur les activités de plein air comme la chasse, pensant que c'était un moyen de créer des liens, mais il a involontairement donné à son fils l'accès à une arme mortelle. Notre prochaine affaire concerne un autre jeune fou armé. Parent de Dylan Roof. Dylan Roof a commis un horrible crime de haine le 17 juin 2015 en pénétrant dans l'église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel de Charleston, en Caroline du Sud. Cette église, l'une des plus anciennes congrégations noires des États-Unis, accueillait ce soir-là une séance d'études bibliques. Roof, un suprémaciste blanc de 21 ans, s'est assis avec le groupe pendant près d'1 heure avant de sortir un pistolet Glock de calibre 45 et d'ouvrir le feu sur les fidèles qui ne se doutaient de rien. Il a tué 9 personnes, toutes afro-américaines, dont le pasteur de l'église, le révérend Clementa Pinckney, Dylan Roof. Les parents de Dylan Roof ont été dévastés par l'arrestation de leur fils. Sa mère, sous le choc, a fait une crise cardiaque au tribunal en entendant les procureurs le qualifier de tueur froid et calculateur. Les 2 parents ont eu du mal à concilier l'image de leur fils avec l'horreur de ses actes. Roof avait écrit à chacun d'eux des lettres d'excuses et de suicide dans lesquelles il exprimait ses regrets pour la douleur qu'il avait causée. La note qu'il a adressée à sa mère reflète son désir de réconfort. « Tu me manques beaucoup. J'aimerais être dans tes bras. J'aimerais être dans tes bras. » À son père, Roof a exprimé sa culpabilité, reconnaissant les efforts de son père pour être un bon parent. Son père avait même promis de lui acheter une arme pour son anniversaire, sans savoir que Roof nourrissait des projets meurtriers. L'arrestation a laissé les parents de Roof aux prises avec le choc, l'incrédulité et le lourd fardeau des atrocités commises par leur fils. Alors que dans ce cas, le crime était très clair et difficilement contestable, même par les parents, le cas suivant montre la défiance d'un père qui ne voulait pas croire que son fils était un tueur de sang-froid. Parent de Luca Magnotta. Luca Magnotta a été accusé d'avoir commis une série de crimes horribles,
le plus tristement célèbre étant le meurtre brutal de l'étudiant international chinois Lin Jun en mai 2012. Magnotta a attiré Lin dans son appartement à Montréal, où il l'a tué d'une manière particulièrement horrible. Il l'a poignardé à mort, a démembré son corps et s'est livré à des actes de nécrophilie. Après le meurtre, Magnotta a filmé le démembrement et a mis en ligne la vidéo, qui montre des détails troublants du crime. Outre le meurtre et le démembrement, Magnotta a également été accusé d'avoir envoyé des parties du corps, les mains et les pieds de Lin, à diverses institutions à travers le Canada, y compris des bureaux politiques et des écoles. Au cours du procès, le père de Luca Magnotta a livré un témoignage très personnel sur sa relation avec son fils et sur sa propre histoire troublée. Âgé de 50 ans et souffrant d'un diagnostic psychiatrique de schizophrénie paranoïde et de maniaco-dépression, le père de Luca Magnotta a révélé que la maladie mentale était répandue dans sa famille. Il a raconté que ses propres voix, en particulier celle de son beau-père, l'ont un jour poussé à se suicider, et il a compati aux difficultés de son fils. Il a déclaré qu'il avait essayé d'aider Magnotta en l'adressant à son propre psychiatre lorsqu'il avait 20 ans, craignant que son fils n'entende lui aussi des voix. Magnotta avait même été hospitalisé à un moment donné, mais son père ne se souvenait pas des détails exacts. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que son fils avait commis un meurtre, son père a répondu « Non, je sais qu'il ne l'a pas fait », restant convaincu que c'était la maladie mentale et non l'intention criminelle qui était en cause. Malgré les allégations et la nature horrible du crime commis par Magnotta, son père a parlé de lui rendre visite en prison et a maintenu le contact jusqu'à ce que les visites ne soient plus autorisées. L'amour d'un parent est souvent si profond et inconditionnel que même le pire des mots ne peut le briser. Tout comme le père de Luca Magnotta a été confronté aux actes de son fils, la mère de Ted Bundy a refusé d'accepter que son fils soit un tueur en série, gardant son amour pour lui jusqu'à ce qu'elle l'entende de sa bouche. Le parent de Ted Bundy. Le moment où Louise Bundy, la mère de Ted Bundy, a entendu les enregistrements des confessions terrifiantes de son fils lors d'une visite du journaliste Stephen Michaud, reste l'une des réactions les plus étranges et les plus révélatrices de la saga des crimes tristement célèbres de son fils. Michaud et son collègue Hugh Ainsworth avaient passé des mois à interviewer Ted Bundy et à le piéger pour qu'il révèle des détails essentiels sur ses meurtres. Avant de rendre les enregistrements publics, ils se sont sentis obligés de les partager avec les parents de Ted. Louise a soutenu son fils pendant des années, convaincue de son innocence, même face à des preuves accablantes. Elle s'est accrochée à l'idée que son fils était incapable de commettre les actes odieux qu'on lui attribuait. Michaud a décrit comment il a fait écouter les cassettes à Louise et à son mari dans leur maison, partageant les confessions troublantes de Bundy. En écoutant les enregistrements, Louise a émis des sons étranges, presque des grincements, une réaction étrange. Mais le moment le plus choquant est survenu après la lecture des enregistrements. Louise s'est soudain levée, a tapé dans ses mains et a demandé joyeusement « Qui veut de la tarte aux pommes et de la glace ?» Même après avoir entendu la voix de Ted décrire son implication dans les meurtres, Louise a continué à insister sur son innocence jusqu'au moment de son exécution. Sa réaction reflétait le profond déni qu'elle entretenait, ne voulant pas ou ne pouvant pas accepter le monstre que son fils était devenu. En examinant les antécédents de Ted Bundy, on s'aperçoit qu'il venait d'une famille qui travaillait dur, si bien qu'après ses crimes, les gens ont du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. On peut dire la même chose du père d'Elliot Rodger, qui travaillait sur le plateau de tournage de Hunger Games et dont certains disent qu'il était riche. Parents d'Elliot Rodger. Les parents d'Elliot Rodger, Peter Rodger et Chin Rodger, ont été confrontés à un chagrin et à une dévastation inimaginable après l'horrible tuerie perpétrée par leur fils près de l'Université de Californie, à Santa Barbara, en mai 2014. Au lendemain de la tragédie, ils ont publié une déclaration écrite sincère à ABC News, exprimant la profondeur de leur chagrin et la douleur qu'ils ressentent pour les victimes et leurs familles. Leur déclaration exprime le profond désespoir de savoir que les actions de leur fils ont causé une tragédie aussi indescriptible, décrivant leur expérience comme « l'enfer sur Terre ». Malgré leur inquiétude constante pour Elliot, ses parents n'avaient pas anticipé l'ampleur de la violence qu'il allait commettre. Elliot, qui luttait depuis longtemps contre des problèmes de santé mentale, avait suivi une thérapie pendant une grande partie de sa vie. Il était isolé, renfermé et enclin à la colère, ce qui a conduit ses parents à chercher une aide professionnelle pour lui dès son plus jeune âge. Son père, un réalisateur qui a travaillé sur des films comme The Hunger Games, et sa mère ont désespérément essayé d'aider Elliot à faire face à son incapacité à se faire des amis et à ses frustrations croissantes. Le jour de l'attaque, Chin Rodger a découvert le manifeste de son fils, un document de 137 pages intitulé My Twisted World, Mon monde tordu, et a regardé une partie de sa vidéo troublante sur YouTube, Retribution. Sachant que quelque chose ne tournait pas rond, elle a immédiatement contacté Peter, et ensemble, ils se sont précipités à Santa Barbara, horrifiés,
Ils ont écouté à la radio les informations sur le massacre qui allait coûter la vie à 6 victimes et en blesser 14 autres. Bien que les parents d'Elliot aient craint qu'il ne mette fin à ses jours en raison de sa profonde solitude et de sa dépression, ils n'ont jamais imaginé qu'il commettrait une telle atrocité. La réaction du père d'Adam, Peter Lanza, a également été incroyable. Parents d'Adam Lanza. Dans une interview rare et crue accordée au New Yorker en 2014, Peter Lanza a ouvertement partagé sa douleur, exprimant un sentiment à la fois choquant et déchirant. Il aurait souhaité que son fils Adam ne soit jamais né. Peter a expliqué que ni lui ni son ex-femme, Nancy Lanza, n'avaient jamais soupçonné qu'Adam était capable d'une telle violence. Nancy, qui était une passionnée d'armes, gardait plusieurs armes à feu dans la maison, et l'une d'entre elles, le fusil semi-automatique Bushmaster, est l'arme qu'Adam a utilisée lors du massacre. Bien qu'ils aient toujours considéré Adam comme un être singulier et isolé, ils n'ont jamais cru qu'il était dangereux. Peter avait même appris à Adam à conduire, rappelant à quel point il était prudent et respectueux des règles. Pourtant, cette nature respectueuse des règles masquait la noirceur qui s'est finalement manifestée par une violence inimaginable. Il a avoué que si Adam avait été diagnostiqué comme souffrant du syndrome d'Asperger, ce diagnostic avait peut-être occulté des problèmes plus profonds et plus troublants, comme une éventuelle schizophrénie. Il aurait souhaité aller au-delà du diagnostic et chercher davantage de réponses auprès des nombreux psychiatres et psychologues qu'Adam avait consultés et dont aucun n'avait décelé de signes de violence. Peter regrette que tout ce qu'il aurait pu faire différemment aurait pu changer le résultat, qu'il décrit comme le pire et le plus mauvais résultat imaginable. Peter s'est également ouvert sur son ex-femme Nancy, qu'Adam a tuée par balle avant de se rendre à l'école. Malgré la tragédie, Peter ne blâme pas Nancy pour ce qui s'est passé. Il reconnaît qu'elle a essayé, encore plus que lui, d'aider Adam, mais qu'elle s'est peut-être trop attachée à lui faire passer de bonnes journées au lieu de s'attaquer aux problèmes plus importants de sa vie. Après chacun de ces crimes, nous rencontrons souvent des parents sobres qui ne croiraient pas aux crimes de leur fils. Mais le père de Peter Sutcliffe pense que son fils mérite d'être pendu. Parents de Peter Sutcliffe. John a raconté le moment dévastateur où il a appris que son fils était l'éventreur du Yorkshire. C'est au cours d'une pause thé au travail que la nouvelle est tombée. Le choc et l'incrédulité l'ont submergé et il a demandé à son supérieur la permission de rentrer chez lui. Cette découverte a changé sa vie à jamais, le remplissant de honte, de douleur et de culpabilité, alors qu'il était confronté à la réalité des actes monstrueux de son fils. Il a ensuite parlé avec franchise des émotions complexes auxquelles il a été confronté depuis qu'il a appris que son fils était responsable des meurtres brutaux de 13 femmes et des tentatives de meurtre de 7 autres. Dans un documentaire télévisé intitulé « Killer in the Family », John a révélé qu'il ne rendait plus visite à son fils, qui est incarcéré à vie à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Il s'entretient toutefois avec Peter au téléphone tous les 15 jours, maintenant un lien fragile par le biais d'une conversation anodine. Les émotions de John sont un mélange d'amour, de culpabilité et de profond regret. Dans le documentaire, il admet ouvertement que son fils aurait dû être pendu, exprimant ainsi une dure vérité que de nombreux pères auraient du mal à affronter. Pourtant, malgré la nature horrible des crimes commis par son fils, John souligne qu'il continue d'aimer Peter, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est en tant que fils. Il a décrit Peter comme étant introverti et a noté qu'il est le seul de ses 6 enfants à rester en contact régulier avec lui. Le crime de notre prochain tueur en série était si atroce qu'il paraissait presque irréel. Parents de Richard Chase. Richard Chase, tristement célèbre sous le nom de vampire de Sacramento, a commis une série de meurtres horribles en Californie à la fin des années 70. Ces crimes ont choqué la nation en raison de leur caractère horrible et de l'état d'esprit perturbé de Chase, qui s'adonnait au cannibalisme, à la consommation de sang et à la nécrophilie. Son terrifiant déchaînement de violence était dû à une profonde maladie mentale, mais l'extrême brutalité de ses actes a fait de lui l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. La police a pu établir un lien entre Chase et les meurtres grâce aux empreintes digitales et aux preuves balistiques. En outre, l'unité des sciences comportementales du FBI a établi un profil décrivant l'instabilité mentale de Chase et son besoin croissant de sang, ce qui a permis de réduire le nombre de suspects. Il a été arrêté peu après, le 27 janvier 1978, quelques jours seulement après ses derniers meurtres. Au cours de son procès, Chase a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Sa défense a fait valoir que sa grave maladie mentale l'avait poussé à commettre les meurtres, mais le jury a rejeté ce plaidoyer, citant la planification extrême et la nature méthodique de ses crimes. En 1979, Richard Chase a été reconnu coupable de 6 meurtres et condamné à la peine de mort. Cependant, Chase ne sera jamais exécuté. Le 26 décembre 1980, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison d'une overdose d'antidépresseurs qu'il avait accumulée au fil du temps. Sa mort a été considérée comme un suicide.
Le crime de notre prochain tueur en série était si ignoble que tout ce que son père pouvait faire lors d'une interview était de s'effondrer et de pleurer. Parents de Jeffrey Dahmer. Lionel Dahmer, le père de Jeffrey, était chercheur en chimie et auteur. Il s'est exprimé sur la douleur, la culpabilité et la confusion qu'il a ressentie à la suite des crimes de son fils. Les réflexions de Lionel sur l'éducation de Jeffrey révèlent un père qui avait du mal à comprendre les changements de comportement de son fils et son isolement croissant. Dans ses mémoires, A Father's Story, publié en 1994, Lionel a fait part de son chagrin et s'est demandé s'il y avait des signes qu'il aurait dû remarquer et qui auraient pu indiquer les tendances violentes de Jeffrey. Lionel a admis avoir été émotionnellement distant à certains moments de l'enfance de Jeffrey et s'est senti coupable d'avoir contribué aux problèmes de son fils. Il a décrit Jeffrey comme un enfant relativement calme et renfermé, mais n'a jamais soupçonné qu'il deviendrait un meurtrier. Lionel s'est également demandé s'il y avait quelque chose de génétique ou d'inhérent à la psychologie de Jeffrey qui l'aurait conduit à un comportement violent, d'autant plus que Jeffrey a montré des signes de fascination pour les animaux morts dès son plus jeune âge. Cependant, Lionel a maintenu que, malgré les signes manquants ou l'environnement dans lequel Jeffrey a grandi, il a été finalement choqué par l'ampleur des crimes de son fils et n'a jamais imaginé que Jeffrey était capable d'une telle horreur. Mais à la fin, il lui a pardonné. Si les parents de Jeff lui ont pardonné, la mère d'Ed Kemper n'a pas eu la chance de faire de même. Parents d'Ed Kemper. Edmund Kemper, également connu sous le nom de Co-Ed Killer, avait une relation profondément dysfonctionnelle avec ses parents, en particulier avec sa mère, Clarnell Strandberg, qui a joué un rôle important dans la formation de son comportement violent. Son éducation perturbée, marquée par la violence psychologique et l'isolement, a contribué au développement de la rage profonde qui se manifestera plus tard dans ses meurtres horribles. Clarnell Strandberg était la figure dominante de l'enfance et du début de l'âge adulte de Kemper, et leur relation était toxique et tumultueuse. Clarnell était connue pour sa violence psychologique envers Ed dès son plus jeune âge, le rabaissant et l'humiliant constamment. Elle le critiquait pour son apparence, son intelligence et son comportement, le traitant souvent de stupide et de sans valeur. Kemper a affirmé plus tard que sa mère ne lui avait jamais témoigné d'affection et que ce manque de chaleur maternelle l'avait profondément affecté. Clarnell pensait également qu'Ed était un danger pour les femmes et l'a donc forcé à dormir dans la cave, loin de ses deux sœurs. Clarnell Strandberg, la mère d'Ed Kemper, n'a pas réagi au meurtre de son fils comme l'auraient fait les parents d'autres tueurs en série, car elle était elle-même l'une de ses victimes. En avril 1973, Ed Kemper a tué Clarnell, sa dernière victime, dans le cadre d'une relation toxique et abusive qui a atteint son paroxysme. De la même manière qu'Ed Kemper a grandi dans un foyer où régnait la violence, la personne suivante sur notre liste a elle aussi grandi dans un foyer où régnait la violence. Les parents de Patrick Mackay. Patrick Mackay, l'un des tueurs en série les plus célèbres de Grande-Bretagne, a reçu une éducation difficile et abusive, qui a contribué à son état mental troublé et à sa descente dans la criminalité violente. Sa relation avec ses parents, en particulier avec son père, Harold Mackay, a joué un rôle important dans la formation du jeune Patrick, qui allait plus tard commettre une série de meurtres dans les années 1970. L'enfance de Patrick Mackay a été marquée par la violence, la négligence et les traumatismes émotionnels, autant d'éléments qui ont influé sur sa transformation en tueur en série. Il était connu pour son tempérament explosif, s'en prenant fréquemment à ses enfants et à sa femme. Patrick, particulièrement sensible et vulnérable lorsqu'il était enfant, a fait les frais de cette violence. Harold battait souvent Patrick, le dégradait verbalement et ne lui témoignait ni affection ni soutien. L'instabilité du comportement de son père a laissé une profonde cicatrice émotionnelle sur Patrick. Alors que Patrick n'avait que 10 ans, Harold est mort d'une crise cardiaque, ce qui a profondément affecté Patrick. La mort de son père l'a laissé avec un sentiment d'abandon et de colère. Bien qu'Harold ait été violent, Patrick l'idolâtrait encore d'une manière tordue et se débattait avec des sentiments complexes de chagrin et de ressentiment. La perte de son père à un âge aussi précoce a contribué à l'agitation psychologique qui caractérisera plus tard la vie de Patrick. Après la mort de son père, le comportement de Patrick est devenu plus erratique et perturbé. Il a commencé à commettre des délits mineurs, des actes de violence et des actes de cruauté envers les animaux. Au fur et à mesure que Patrick grandissait, ses problèmes de santé mentale s'aggravaient. Il a développé une fascination pour la violence et le meurtre, fantasmant souvent sur la possibilité de commettre des actes horribles. On lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque, mais malgré ses avertissements, il a été libéré des soins psychiatriques alors qu'il était un jeune adulte. Ces tendances violentes sont rapidement devenues mortelles. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.